Donc on va partir du côté, on va parler un petit peu de procédure judiciaire. Vous le savez parce que vous êtes des habitués, vous êtes abonnés, vous avez cliqué sur la sonnette de notification, vous êtes des abonnés de l'émission. Donc forcément, vous connaissez la procédure judiciaire qu'a suivi Ghislaine Maxwell. Elle a fait appel à son procès. Son appel a été rejeté. On est passé par toutes les cours. Ce qui était très intéressant, et on vous l'a démontré, c'est que dans sa procédure d'appel, il y a eu des pauses de la part de Ghislaine Maxwell pour attendre que les élections se déroulent et que Donald Trump gagne la victoire, donc gagne l'élection de 2024, en estimant que peut-être ça lui permettrait de faire une pression pour la Cour suprême, parce qu'on savait que sa procédure d'appel, ce qu'aux États-Unis, dans la loi, on appelle direct appeal, allait aller jusqu'à la Cour suprême. Et cette procédure est allée jusqu'à la Cour suprême et a fait que la Cour suprême a rejeté son appel. Cette procédure était extrêmement importante parce que tant qu'il y avait ces procédures d'appel en cours, c'était impossible de sortir. C'est souvent la question quand on dit « Ouais, mais pourquoi Biden, il n'a rien fait ?» Il y avait une procédure judiciaire et que si Biden avait sorti le dossier Epstein pendant cette procédure-là, ça aurait été utilisé par Ghislaine Maxwell pour dire « regardez, mes droits n'ont pas été respectés. La procédure, vous devez annuler la procédure. » Et n'importe quelle cour aurait suivi cette décision et aurait du coup permis à Ghislaine Maxwell de se retrouver en liberté. Donc ça, elle a suivi cette procédure-là. Mais actuellement, il y a une autre procédure qui est en cours par Ghislaine Maxwell et son avocat. On appelle ça motion to vacate. C'est la procédure du Code pénal 28 USC. C'est le paragraphe, maintenant vous le savez, 255. C'est l'équivalent, en gros, en France, si vous voulez, d'une demande en révision. Donc vous avez terminé vos appels, il vous reste une seule procédure, et après c'est terminé, c'est de partir en révision de votre procès en expliquant que vos droits constitutionnels n'ont pas été respectés, que vous avez la procédure judiciaire, vous n'avez pas eu un bon avocat, le juge a fait une erreur. Donc vraiment, c'est vraiment l'équivalent d'une révision. Ce n'est pas une procédure d'appel, c'est une procédure en révision qui, très souvent, gardez-le en tête, se base sur des nouveaux éléments. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que lorsque vous êtes abonné au docket de Ghislaine Maxwell, vous savez que le docket, c'est le dossier. Aux États-Unis, les dossiers judiciaires sont publics. Lorsque vous êtes abonné sur ça, vous avez reçu toute une série de notifications ces derniers jours parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le cadre de cette procédure Motion to Vacate 255. Et dans cette procédure-là, il y a 2 jours, cette lettre envoyée par... Alors, cette procédure de révision est gérée par la cour qui est à l'origine de la condamnation. Donc, on se retrouve du côté de New York et on se retrouve du côté de New York pour le sens de la justice, mais également du procureur. Donc, c'est le Southern District. C'est le Southern District de New York qui est en charge de ça. Et donc, il y a une lettre envoyée par les services de Jay Clayton. On va le voir, ce courrier qui a été envoyé au juge, qui est le juge à l'origine du dossier, le juge Engelmeyer. Donc, vous voyez, elle est datée du 21. Elle a été rendue publique depuis ce matin. Elle est sur le docket. On savait qu'elle existait, mais elle a été rendue publique qu'aujourd'hui. Et là, on apprend quoi ? On apprend que dans le cadre de cette procédure-là, Ghislaine Maxwell devait donner des arguments. Et que les arguments, alors on ne sait pas pourquoi, mais c'est extrêmement intéressant, ces arguments sont arrivés en retard. Je vais vous faire un parallèle. Je ne dis pas qu'il y a un rapport, mais je veux juste que vous compreniez, c'est que les arguments de Ghislaine Maxwell auraient dû être présentés
Par exemple, avant l'interview de son avocat et avant la déclaration de Melania. Finalement, il y a eu la déclaration de Melania, il y a eu l'interview des avocats et les documents sont arrivés. Et là, rappelez-vous que dans le cadre d'une procédure en révision, la 257 du 28e texte de loi du Code civil américain, il faut des nouveaux éléments. Et là, on apprend quoi? Dans cette lettre-là, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, ça fait réfléchir que Ghislaine Maxwell, regardez, donc hier, donc le 21, donc c'est le 20, hein, c'est tout chaud. Et hier, le gouvernement a reçu une enveloppe FedEx qui a été envoyée le 16 avril, qui a été envoyée par qui? Par Ghislaine Maxwell. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une clé USB que Ghislaine Maxwell a partagée avec la justice. Et que dans cette clé USB, il y a son texte de demande de révision, hein, ce qu'on appelle sa motion qui a été vérifiée, amendée, etc. Et toute une série de exhibits, de preuves qui ont été mis en avant. Et donc, ils expliquent que même si sa demande nous paraît, comme les précédentes, nous paraît sans fondement, c'est une énorme demande cette fois-ci. Et dans cette énorme demande, il y a non seulement son texte, mais elle fait appel, elle met en avant 50 preuves. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'elle avait promis dans sa demande non modifiée. Elle a demandé du temps pour pouvoir modifier sa demande parce qu'elle voulait présenter de nouveaux documents ou de nouvelles preuves. Et donc, c'est beaucoup plus. Donc là, il y a 17 preuves minimum de nouveaux que voilà, le gouvernement, malheureusement, n'a pas pu considérer. Non, c'est plus que ça. Il y en a 50. Ce n'est pas le 1733 parce qu'en fait, lorsqu'ils se sont rendus compte, c'est que il y a un problème de calcul. Elle dit qu'il y a 50 documents. Eux se rendent compte qu'il n'y en a que 33. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, il y a un envoi qui a été fait par Ghislaine Maxwell à la justice en disant, ben voilà, on a 50 preuves, ou 33, qui permettent de démontrer que je dois être gracié, que mon procès doit être révisé parce que il y a eu des erreurs constitutionnelles, mes droits constitutionnels n'ont pas été faits. Parmi les points qu'elle met toujours en avant, c'est que les avocats des survivantes ont travaillé de manière trop proche avec le procureur qui était contre elle. Et ce que l'on sait aussi par rapport à d'autres éléments du dossier, c'est que lorsqu'elle avait demandé du temps que le juge lui avait donné, elle a quand même dépassé ce délai. Elle a dit, il faut que je puisse avoir le temps suffisant pour aller récupérer dans les nouveaux documents qui sont sortis, les 2,5 millions, des éléments qui vont dans mon sens. C'est quoi les éléments qui vont dans son sens, qui peuvent être utilisés et qui sont nouveaux? Il y a par exemple les lettres, l'échange par lettres avec Melania. Et donc, à terme, on va le savoir parce que justement, ce que demande aujourd'hui le DOJ, c'est d'avoir un peu plus de temps, donc jusqu'au 5 mai, pour pouvoir réviser tout ce qu'elle a envoyé. Et avant de le mettre dans le docket, on va voir, c'est le dernier extrait. C'est le dernier extrait, très bien, il y est. C'est le dernier extrait de ce document, de dire, voilà, avant de le mettre public et de voir ce qu'on doit censurer ou pas, on a besoin de temps. Laissez-nous, pas au 5 mai, excusez-moi, jusqu'au 5 juin. On va le savoir. Et je pense qu'à terme, il n'y aura rien de révolutionnaire sur cette clé USB. Mais lorsqu'on est dans un système de pression, comme elle l'a fait, c'est de dire, regardez, je ne vais pas cesser de me battre tant que je n'aurai pas obtenu ce que je souhaite. Et peut-être que l'insertion dans ce document-là de la correspondance avec Melania
c'est une manière de dire, regardez, ça fait partie de mon dossier et je suis disposé à en parler. Je peux faire beaucoup de bruit pendant longtemps et vous poser des problèmes. Exactement. En tout cas, mon instinct d'ancien journaliste d'enquête, c'est que lorsqu'on prend le recul et qu'on regarde la chronologie, il n'y a rien qui se passe par hasard. Je vous rappelle les 4 derniers épisodes sur l'affaire Epstein qui, comme par hasard, sont tous liés à Ghislaine Maxwell. L'interview de son avocat qui dit qu'il y a une chance plus importante que le contraire que Donald Trump pardonne Ghislaine Maxwell. L'intervention de Melania Trump, soudaine, qui parle de Ghislaine Maxwell. L'intervention, il y a 2 jours, du patron du Oversight Committee qui dit oui, mais en fait, il y a plusieurs de mes membres qui sont proches, qui sont prêts à gracier, à demander au président des États-Unis à gracier, parce qu'il n'y a que le président des États-Unis qui a ce pouvoir-là, à gracier Ghislaine Maxwell pour découvrir la vérité. Et 4e étape, le fait qu'elle est extrêmement active et qu'elle vient d'envoyer une clé USB au gouvernement américain, au département de la justice, en disant regardez, ces 50 documents, ou 33, mais ces 50 documents sont la preuve de mon innocence. Tout ça, quand vous mettez, alors je ne sais pas Cody ce que tu en penses, que le chat en pense, je serais assez curieux de le savoir, mais quand vous mettez tout ça bout à bout, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui, ce truc de quand on regarde l'historique maintenant de l'affaire Epstein depuis la mort de Jeffrey Epstein, de voir qu'à chaque fois on a l'impression qu'il y a du progrès, ou plutôt du mouvement sur le sujet, c'est quand le camp Maxwell fait de la pression et qu'on a encore une fois maintenant une nouvelle vague dans les médias en disant on pense qu'il y aura un pardon présidentiel et que maintenant on a en plus cet envoi. On a l'impression que Trump a vraiment peur de ce que Maxwell peut raconter et que quand elle va venir publiquement dire non, Trump est pour rien, mais ensuite remettre de la pression par derrière, c'est ça, je crois, qui est très révélateur de voir que... Révélateur, ouais. Que oui, publiquement, elle peut faire un entretien avec Todd Blanche où elle dit que Trump est innocent, mais elle envoie les documents par derrière qui font vraiment peur à l'administration. Et au-delà de cet envoi de cette clé USB, cette succession de ballons d'essai, elle est troublante. Encore une fois, si l'intention de Donald Trump, ça serait de pardonner Ghislaine Maxwell à la fin de son mandat, il n'y aurait pas besoin de le faire maintenant. Ouais, c'est ce que vous disiez, Thomas, il n'y aurait pas besoin. On va voir la réaction de Marjorie Taylor Greene, qui faisait partie à un moment de ce Oversight Committee et qui dit qu'elle est choquée d'apprendre ça. Elle est choquée, évidemment, en expliquant que si Trump lui donne un pardon, ça va être un sacré quiproquo. Je vous rappelle que c'est une raison supplémentaire d'impeachment. On va reparler d'impeachment de Trump mardi, parce que mardi, on aura Jean-Marc Léger. Ça va être un des sujets. Je pense même qu'on a une question sur l'affaire Epstein, mais là, on rentre vraiment dans quelque chose. Je ne sais pas, Thomas, si tu voulais, sur ce sujet-là, rajouter quelque chose, mais qui pue. Il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr, mais qui a du sens. Encore une fois, quand tu as fait la chronologie, si on va même plus tôt dans la chronologie et on va dans l'année dernière où l'affaire Epstein a repris feu comme jamais, c'était beaucoup... on pense motivé par ce qu'a fait Ghislaine Maxwell, et on a déjà vu, elle a déjà prouvé que ça fonctionne. Elle a eu son interview avec Todd Blanche où elle s'est retrouvée après dans ce club med, comme on appelle ça, cette prison. Elle a déjà réussi à avoir quelque chose de l'administration Trump. Donc moi je ne vois pas comment... en train de me dire qu'elle a les cartes en main, elle aussi. Voilà, c'est que je ne vois pas que si elle a déjà réussi ce coup-là, pourquoi pas réussir une deuxième fois? En tout cas, je crois que tout est dans ce sens-là où c'est de la pression politique. Et en ce moment, s'il n'y avait pas la guerre en Iran, je crois que ce serait l'actualité numéro 1. Bien sûr. Et que le jour où l'Iran se calme un peu, elle le sait très bien, c'est ce genre de démarche qui va mettre la pression sur Trump. Là, pour le coup, le titre de l'émission est bien trouvé. Ouais, non, c'est pour ça, on est vraiment en termes de pression, et quand je vous parle de cartes en main, il y a vraiment des
des parallèles à tracer entre ces dossiers, parce que Trump, qui donne le sentiment de tout contrôler et d'être le maître du temps, le maître du monde, le maître de tout, finalement, on se rend compte que c'est limite, c'est lui qui est victime de quelqu'un qui est en train de le faire chanter. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. D'un autre côté, on va pas adresser la moindre compassion à Donald Trump là-dessus. On a suivi tout son parcours et son amitié avec Jeffrey Epstein, et on va pas non plus adresser de compassion aux républicains. Et je voudrais qu'on conclue cette section, et qui va être aussi à la fois notre conclusion de cette émission. Je sais qu'on a tout un dossier sur Rubio, sur Vance, sur la succession de Trump, mais on va se le garder pour demain parce qu'il est déjà extrêmement tard. Et j'ai eu une très grosse journée, très grosse nuit de travail, donc ça va être compliqué de garder l'énergie suffisante. Donc on va se garder ça, mais le pire dans tout ça, et c'est pour ça que je vous dis, j'ai aucune compassion pour ces républicains, ces 30, 40, 50 qui vont perdre leur siège, sans parler de ceux de Ted Cruz à Lindsey Graham, à Marco Rubio ou à J.D. Vance, qui ont perdu leur réputation et leur honneur. Donc pour conclure, je voudrais vous passer cette vidéo, parce que le pire dans tout ça, c'est que lorsque viendra l'heure des comptes, lorsqu'on sera à la fin du Trumpisme et que on rentrera en pleine période des révisions, parce que ça sera du révisionnisme, où ces personnes nous diront quelque part qu'on a été victime, qu'on a été pris en otage. On a commencé cette émission en vous racontant la procédure Powell et le refus du nouveau candidat de la Fed de dire tout simplement que Trump a perdu une élection de 2020. Dans la réalité, il savait exactement dès 2015-2016 ce que Donald Trump allait faire, ce que les États-Unis allaient devenir, la manière dont il allait transformer la présidence. Et non seulement ils n'y se sont pas opposés, lorsqu'ils ont eu l'opportunité, il y a eu une ou deux fois en 2016 où la campagne de Donald Trump aurait pu être arrêtée par le Parti républicain, ils ne l'ont pas fait. Et depuis, ils ne font que collaborer. Donc, alors qu'on a vu que lorsqu'ils décident d'avoir un peu de colonne vertébrale, ils savent que le prix à payer, c'est la fin d'une carrière, donc je comprends aussi, mais lorsqu'ils ont un peu de colonne vertébrale, on a vu Don Bacon tout à l'heure avec sa discharge petition pour l'Ukraine, on a vu du côté du Sénat un républicain qui peut bloquer une procédure, ça fonctionne. Mais on a décidé, parce que Donald Trump leur garantissait le pouvoir, et avec le pouvoir, très souvent, l'enrichissement personnel, soyons clairs, de s'asseoir sur son honneur, s'asseoir sur ses valeurs et oublier ce qu'on disait en 2015-2016. Donc, je voudrais terminer cette émission par cette vidéo qui fait un devoir de mémoire. Vas-y, Thomas. I want to talk to the Trump supporters for a minute. I don't know who you are, and I don't know why you like this guy. Whatever he does, he accuses everyone else of doing. The man cannot tell the truth, but he combines it with being a narcissist. A narcissist at a level I don't think this country's ever seen. And my concern is that he would grab up that power and really treat the country as sort of his little bully fiefdom. Donald Trump is everything I taught my children not to do in kindergarten. He's been exploiting working Americans for 40 years. He's a race-baiting, xenophobic, religious bigot. He says he's for the little guy, but he's actually built a lot of his businesses on the backs of the little guy. You know, Donald Trump the other day said that, quote, if he tells a soldier to commit a war crime, the soldier will just go do it. I don't think Donald Trump has even read the Constitution, knows what's in the Constitution. A toxic mix of demagoguery and mean-spiritedness and nonsense.
I just cannot support Donald Trump. Donald Trump is a delusional narcissist and an orange-faced windbag. Donald Trump is a con artist. He doesn't know the difference between truth and lies. He lies practically every word that comes out of his mouth. I think he's a kook. I think he's crazy. I think he's unfit for office. Voilà, et cette vidéo qui a été faite lors du premier mandat de Donald Trump, on pourrait rajouter, on verra d'ailleurs demain des extraits, J.D. Vance qui traitait, c'était quoi les termes qu'il avait utilisés? Plusieurs, il a traité de Hitler, il a traité de fou, de anti-américain, il a traité de quasiment tout qui est négatif, en disant que lui c'est un never Trumper, qui jamais il votera pour Donald Trump. Ouais, et demain ce sont les mêmes qui trouveront des raisons pour justifier la grâce présidentielle de Ghislaine Maxwell et qui, après-demain, lorsque Trump ne seront plus là, seront les premiers à se outrer de ce que Trump a osé faire. Mais si Trump va aussi loin, c'est parce que tous là, toutes et tous ce qu'on vient de voir, lui donnent l'autorisation de le faire. En tout cas, voilà, je trouvais que ce clip était vraiment extraordinaire et que c'était important. J'ai vu que Robert en parlait. Je voulais vraiment qu'on traite dans ces jours-ci le dossier Epstein parce que demain, cela fera 1 an qu'une survivante a été au bout de ses forces et a mis fin à ses jours. Mais le combat de Virginia Giuffre continue et nous, ici, à Maintenant Média, vous le savez et on vous le démontre émission après émission. Pour nous, l'affaire Epstein est la cause des survivants et des survivantes, des victimes de l'abus sexuel, que cela soit dans le cadre de l'affaire Epstein et d'autres. C'est notre camp à nous, c'est le camp de les défendre tout le temps et d'apporter la vérité. Croyez toujours les victimes. À tout de suite.